Sujet bac SES centre étranger, prise de... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les sujets du bac de SES tombés dans les centres étrangers, notamment en Afrique, et vous donner quelques éléments de correction. Ça peut évidemment vous être utile si vous avez passé ces sujets et que vous voulez avoir une idée de à quel point est-ce que ce que vous avez fait est bien. Évidemment, je ne peux pas annoncer, garantir quoi que ce soit sur la note, mais en tout cas, ça vous donne une idée approximative à quel point est-ce que c'est bien ou au contraire à quel point est-ce que c'est raté, ce que j'espère pas, mais on sait jamais. Ça arrive quand même toujours pour certains et certaines. Mais aussi, si vous êtes en France métropolitaine, cette vidéo vous sera utile parce que, alors, vous ne pouvez pas faire de pronostics sur, tiens, ça c'est tombé dans les lycées français en Amérique du Nord, ça c'est tombé dans les lycées français à l'étranger, donc ça va tomber en France métropolitaine. Vu que déjà on peut pas faire de pronostics sur c'est tombé en jour 1 ça, donc il va y avoir ça qui va tomber en jour 2, on peut encore moins faire de pronostics sur c'est tombé à l'étranger, du coup ça va tomber en France métropolitaine. Mais par contre, vous pouvez quand même vous dire, bon bah si ces sujets devaient tomber, voici quand même je suis préparé, puisqu'a priori si c'est des chapitres qui sont populaires et qui sont tombés de ce fait à l'étranger, bah si à nouveau ce chapitre tombe, voire ce sujet tombe en France métropolitaine, il y a 2 jours, donc 2 fois plus de chances que quelque chose qui soit tombé à l'étranger tombe en France métropolitaine, ça peut vous aider à vous préparer. C'est aussi l'occasion pour moi de vérifier si les pronostics que j'avais faits sont vérifiés. Et est-ce que vous pouvez vous en sortir si vous ne révisez que les chapitres que j'ai conseillé d'absolument réviser. À nouveau, moi je ne conseille à personne de ne réviser que ces chapitres-là. Moi je dis ces chapitres-là, en l'occurrence la croissance économique, le commerce international, l'Union européenne, les mutations du travail, la structure sociale, l'engagement politique et la justice sociale. J'ai failli oublier celui-là. Si, voilà, moi j'ai juste dit, ces chapitres-là, il faut absolument bien les travailler, bien les maîtriser pour le jour J, parce qu'il y a de bonnes chances qu'ils tombent. J'ai pas dit, il faut faire que ça. Mais, puisque je me doute que, comme toujours, les profs disent quelque chose, les élèves comprennent autre chose, et qu'il y en a qui peuvent se dire, peut-être que je peux m'en sortir en faisant juste ça, juste pour le challenge, je suis intéressé, en tout cas curieux de savoir, est-ce qu'en effet, on peut s'en sortir en vrai faisant que ces chapitres. Pour rappel, si vous étiez dans un lycée français en Amérique du Nord, vous pouviez techniquement vous en sortir, mais à chaque fois, vous étiez obligé de prendre la dissertation. Peu importe que ce soit jour 1 ou jour 2, il y avait le chapitre qui tombait en EC2 qui ne faisait pas partie de mes prédictions. Et donc, si vous n'aviez pas révisé ce chapitre, vous étiez obligé de prendre la dissertation. Vous pouvez toujours vous en sortir, mais ça vous laisse quand même moins de choix, surtout si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la dissertation. On va voir si c'est le cas donc, pour ces sujets, et on ne va pas disserter plus longtemps, on va commencer à décrypter ces sujets. En toute logique, on va commencer par les sujets du jour 1 et le sujet de dissertation, quelles sont les sources de la croissance économique. Un sujet très classique, mais la petite difficulté que vous pouvez avoir, c'est ce n'est pas un sujet dialectique, un sujet débat où vous pouvez faire thèse, antithèse. Là, va falloir trouver un autre type de plan, mais normalement, c'est un sujet classique, donc clairement, c'est un sujet que vous pouvez préparer. Là, je pense aux élèves qui sont en France métropolitaine, on sait jamais. Mais avant de vous présenter le plan que je vous propose pour répondre à ce sujet, on va découvrir ensemble les documents qui l'accompagnent. On commence avec un premier document présentant le taux de croissance du produit intérieur brut et les contributions à la croissance pour plusieurs pays de l'OCDE, donc des pays développés, en 2018. Donc ça, c'est un type de document très classique dès qu'on a un sujet sur la croissance économique, surtout si c'est en dissertation, ça c'est quasiment inévitable, mais c'est aussi très courant quand même que ce soit une EC3, donc un raisonnement sur dossier, ou une EC2, une étude de document sur la croissance économique. Vous allez sûrement avoir ce type de document. Donc ça, vous avez dû les voir en cours, vous avez dû vous entraîner dessus en cours, on a dû bien attirer votre attention sur toutes les difficultés, tous les petits pièges dans lesquels vous pouvez tomber. Mais dans le doute, je préfère quand même revenir rapidement là-dessus. Donc, première chose, le PIB, ce n'est pas une contribution à la croissance. Là, c'est marqué dans le titre, c'est aussi bien indiqué dans le document même, mais la croissance économique, c'est la croissance du PIB. Donc forcément, c'est toujours le chiffre le plus élevé, parce que, enfin quasiment, sauf dans certains cas, mais bon, parce que de toute façon, la somme de tous les autres va aboutir au taux de croissance du PIB.
Donc vous pouvez pas dire la contribution à la croissance la plus importante c'est celle du PIB, ça c'est quelque chose de complètement ridicule qui, quand on lit ça dans une copie, ça nous donne envie de nous cogner la tête contre un mur, contre une table, contre n'importe quoi, et ça donne surtout envie de pas vous donner le moindre point, même si vous le méritez, peut-être parce que même si vous avez fait des efforts, mais là vraiment non. Autre chose, là aussi c'est bien indiqué dans le titre de document, donc en plus là c'est impardonnable. Le taux de croissance du PIB il se lit en pourcentage, les contributions ce sont des points de pourcentage, hein. Donc vous ne mettez pas le taux de croissance en points ou les contributions en pourcentage. Non, c'est marqué dans le titre, même si vous avez suivi aucun cours de SES, vous devriez être capable de voir ça. Mais évidemment, on va attendre de vous que vous formuliez la présentation des données, pas simplement en disant le taux de croissance ou la contribution du facteur travail, parce que dans ce cas, ça ne nous montre pas justement que vous avez suivi un cours de SES. C'est quand même un peu le but du bac et de toutes les évaluations qu'on fait en général, c'est vérifier que vous savez dire quand même un peu plus de choses que quelqu'un qui n'aurait pas suivi de cours de SES. C'est quand même pas complètement déraisonnable d'attendre ça de votre part. Donc, quand vous allez citer des données de ce document, la première chose que vous devez faire, c'est présenter le taux de croissance pour le pays. Donc, je commence par exemple par la Corée du Sud. En 2018, le PIB de la Corée du Sud a augmenté de 2,9% par rapport à l'année précédente. Donc, vous pouvez dire par rapport à 2017 éventuellement. Ça montrera que vous êtes intelligent et que vous êtes capable de vous rendre compte que l'année précédente 2018 c'est 2017. Mais à la limite, c'est pas très important. Et ensuite, après avoir dit ça, vous allez dire sur ces 2,9%, éventuellement sur ces 2,9% de croissance économique, 1,2 points correspondent ou s'expliquent par l'augmentation du facteur capital, ou 2,3 points correspondent ou s'expliquent par l'augmentation de la productivité globale des facteurs. Donc ça c'est la représentation des données. Après, idéalement, bon, c'est un peu moins important pour un sujet de dissertation, mais quand même c'est toujours bien à voir. Vous pouvez soit faire un calcul de comparaison pour dire que, par exemple, la contribution de la productivité globale des facteurs est environ 2 fois plus importante que celle du facteur capital. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi dire qu'il y a un écart de 1,1 point de pourcentage entre la contribution du facteur capital et celle de la productivité globale des facteurs. Ou encore, vous pouvez dire que la contribution de la productivité globale des facteurs explique environ 80% de la croissance du PIB. Ce 80%, c'est pas forcément un calcul qui est facile et évident, et je me doute bien qu'il y en a plein parmi vous qui ont du mal et qui ne vont pas y arriver le jour J. Bon, il y en a parfois, si on regarde d'autres pays, c'est un peu plus facile, hein. Regardez, en France, vous devrez quand même pouvoir facilement dire que la contribution du facteur capital, c'est environ la moitié, pardon, un peu moins de la moitié de la croissance du PIB, et même chose, enfin, à peu près pour la contribution du facteur de travail, dire que c'est un peu plus de la moitié. Évidemment, c'est approximatif, mais vous n'avez pas de calculatrice, donc tout effort qui est fait dans ce sens-là sera bien vu. Allez, document suivant. Le deuxième document présente les dépenses de recherche et développement, ce qu'on appelle la R&D, en pourcentage du PIB et le nombre de chercheurs pour 1000 actifs pour quelques pays, en l'occurrence quand même plusieurs pays, pas tous, mais qu'on retrouve dans le premier document. Donc c'est bien, on peut faire, et à nouveau si vous réussissez quand même à faire des liens entre les différents documents, faut dire tiens je retrouve à peu près certains pays dans plusieurs documents et donc on peut faire des relations, ça c'est quelque chose qui sera bien vu. C'est pas totalement attendu, évidemment vous pouvez avoir une très bonne note sans faire ça, mais clairement ça montre une certaine intelligence de votre part et donc forcément ce sera valorisé. Donc il faut faire évidemment attention à la présentation des données, mais là c'est plus classique donc je ne reviens pas là-dessus. Le troisième document présente les dépenses publiques d'éducation en pourcentage du PIB à nouveau et le PIB par habitant en dollars constants de quelques pays, à nouveau certains pays qu'on a déjà vus dans les documents précédents. Et on a un dernier document qui est un extrait du code de la propriété intellectuelle et fait un petit point donc sur les brevets. Essentiellement la propriété intellectuelle, c'est donc les brevets et d'autres titres liés
avec tous ces éléments, quel plan on peut faire pour répondre à cette question? Alors, j'ai dit, ce sujet, c'est pas un sujet débat, vous pouvez pas répondre en faisant un plan oui, non. Cependant, c'est quand même un sujet qui est très proche d'un autre sujet de dissertation sur la croissance économique qui, lui, est fait sous forme de débat. Ce sujet, c'est la croissance économique s'explique-t-elle uniquement par l'augmentation des facteurs de production? Parfois, c'est tourné différemment. Vous pouvez avoir par exemple si l'augmentation de la productivité globale des facteurs est-elle la seule source de la croissance économique. Globalement, tout ça, c'est à peu près en fait finalement le même sujet. Donc, vous pouvez vous inspirer du plan que vous auriez fait sur ces sujets pour répondre à cette question, puisqu'à chaque fois, en fait, ce sont des sujets où on se demande quelles sont les sources de la croissance économique. C'est juste que on se demande dans certains sujets, on en met un en avant en particulier, ce qui n'est pas le cas ici. Mais voilà, vous pouvez vous inspirer de ça et donc commencer par une première partie en disant l'augmentation des facteurs de production et source de croissance économique. En gros, si vous avez plus de travail, plus de capital, vous pourrez produire plus et d'autant plus que cette augmentation du travail et du capital devrait provoquer une augmentation de la demande et donc soutenir la croissance économique au moins à court terme. Pour cette première partie, vous n'avez pas trop de documents que vous pouvez utiliser, à part le document 1 et justement la contribution du facteur travail ou du facteur capital. Prenez notamment des pays dans lesquels cette contribution jouait un rôle important en 2018, notamment c'est le cas de la France. Et voilà à peu près tout ce qu'on peut faire pour la première partie. Dans le reste de notre plan, on va donc présenter tous les autres facteurs en dehors de l'augmentation des facteurs de production qui participent à la croissance économique. Alors je précise juste avant de présenter ces idées que dans le grand 1, on parle bien de l'augmentation des facteurs de production, pas de leur amélioration, parce que parfois il y a des confusions chez les élèves. Là on dit juste, il y a plus de personnes qui travaillent plus longtemps, donc ça c'est l'augmentation du facteur travail, avec plus de machines, ça c'est l'augmentation du facteur capital, mais on suppose que c'est globalement le même type de personnes et avec le même type de machines. Ce n'est pas des meilleures personnes ou des machines plus performantes. Ceci étant dit, donc le reste des idées à présenter, c'est notamment le rôle de la productivité globale des facteurs. Ce rôle, il est à nouveau mis en avant dans le premier document. Donc là, il faudra citer des données. Évidemment, il ne faut pas se contenter de dire la productivité globale des facteurs peut expliquer une part importante de la croissance économique. Par exemple, 80% de la croissance économique observée en Corée du Sud en 2018. Idéalement, il faut quand même présenter les différents mécanismes qui font que comment est-ce qu'on passe de l'augmentation de la productivité globale des facteurs à la croissance économique. Cette augmentation de la productivité globale des facteurs, elle est généralement attribuée au progrès technique. Donc là aussi, il faut faire le lien entre le progrès technique et la productivité globale des facteurs. Vous avez fait auparavant le lien entre productivité globale des facteurs et progrès technique. Là maintenant, on ne va pas vous demander, si vous faites le lien entre progrès technique et productivité globale des facteurs, logiquement, on pourra lier ça ensuite assez facilement à la croissance économique. Donc il y a différentes idées que vous pouvez présenter sur l'innovation de procédés, les innovations de produits. Vous pouvez aussi parler du processus de destruction créatrice. Il n'y a aucun document qui spécifiquement invite à présenter tout ça, mais ce sont tout ça des idées pertinentes qui peuvent être attendues par les personnes qui corrigent vos copies. Mais encore faut-il se demander d'où vient ce progrès technique. Donc là, vous avez différentes théories, notamment les théories de la croissance endogène. Le fait que certaines décisions des acteurs économiques permettent d'accumuler des ressources qui vont favoriser le progrès technique. Parmi ces décisions et ces ressources, vous avez les dépenses en recherche et développement, avec le document 2, et les dépenses publiques d'éducation, avec le document 3. Donc là, clairement, ces deux documents vous invitent à parler de la théorie de la croissance endogène et de l'origine endogène du progrès technique. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi parler du fait que les institutions peuvent favoriser la croissance économique, notamment à travers le fait qu'on va inciter les acteurs économiques à investir et innover. Et parmi ces institutions, on peut notamment citer le rôle des droits de propriété et plus particulièrement le rôle des brevets, avec du coup le document 4.
toutes ces idées, vous pouvez éventuellement les organiser dans une seule grande partie. Ça ferait une partie assez dense, ou alors, si justement, ça peut fonctionner aussi si vous ne maîtrisez finalement pas tellement bien toutes ces idées. Donc oui, forcément, si vous n'avez pas beaucoup de choses à développer, vous allez les mettre dans une seule grande partie. Mais idéalement, si vous maîtrisez tout bien, vous allez vous rendre compte que finalement cette partie serait très grande, que même à l'intérieur de chaque sous-partie, vous allez être obligé de faire des choses assez diverses au lieu d'avoir une sous-partie pour une idée. Donc, il est préférable d'avoir un plan en du coup 3 grandes parties, avec une partie par exemple sur le progrès technique et l'augmentation de la productivité globale des facteurs sont sources de croissance économique, et une troisième partie sur les institutions et certaines décisions des acteurs économiques peuvent favoriser le progrès technique qui favorise la croissance économique. Donc voilà, si globalement les 3 grandes parties. Vous pouvez évidemment mettre cette partie dans un ordre différent, à part que bon, la partie sur le rôle de la productivité globale des facteurs et du progrès technique, et la partie sur la croissance endogène et les institutions, elles doivent forcément quand même être dans cet ordre-là. Après, elles peuvent passer en premier et terminer par l'augmentation des facteurs de production. Bon, c'est quand même pas forcément, je trouve, ce qui fait le plus sens. Je trouve que ça me semble mieux quand même de commencer par l'augmentation des facteurs de production. C'est l'élément le plus simple. Et après, vous dites il y a autre chose et vous développez sur ces autres choses. Plutôt que de développer sur quelque chose et après d'avoir quelque chose qui est un peu plus court en dernière partie, ça sonne un peu bizarre, un peu moins bien finalement. Ça devrait passer et vous devriez avoir à peu près la même note, peu importe le type de plan que vous faites. Mais je trouve que, cependant, commencer par augmentation des facteurs de production, ensuite faire une deuxième partie sur la productivité globale des facteurs et le progrès technique, et terminer par les institutions et la croissance endogène, me semble être le meilleur plan pour répondre à ce sujet. On vient de traiter le sujet de dissertation, on va maintenant s'intéresser au sujet d'épreuves composées. En commençant par la question de mobilisation des connaissances, vous présenterez le paradoxe de l'action collective. Donc là, on est sur le chapitre sur l'engagement politique, avec une question assez simple, assez classique normalement. Donc le paradoxe de l'action collective, vous pouvez évoquer le fait qu'il a été mis en avant par un sociologue américain, politiste, qui s'appelle Mancur Olson. Si vous ne mettez pas son nom, c'est pas grave, ça c'est vraiment juste du bonus et ça vous permettra de pousser éventuellement la personne qui vous corrige à arrondir la note au point supérieur, ou ça peut vous donner 0,5 points. Ça, voilà, c'est juste ça, mais c'est quand même, toujours ça peut être utile, mais c'est pas grave si vous l'avez pas. Donc l'idée essentielle qu'on va attendre, c'est montrer que, en fait, dans le cadre d'une action collective, tout le groupe qui est concerné par cette action collective va profiter des résultats obtenus par cette action, par l'engagement politique de certaines personnes. Et justement, ça ne va pas être réservé aux personnes qui sont engagées. Dans ce contexte-là, vous êtes finalement dans une situation de dilemme du prisonnier, avec justement une tentation d'avoir un comportement de passager clandestin. Pourquoi vous engager dans le cadre d'une action collective pour obtenir quelque chose et améliorer votre situation? Ce qui va forcément, cet engagement politique va forcément vous coûter, ne serait-ce que en temps, mais éventuellement vous pouvez aussi prendre des risques financiers, voire pire. Ça dépend de la situation, etc. Donc pourquoi prendre ces risques, supporter ces coûts pour améliorer une situation qui, de toute façon, même si vous ne vous engagez pas et que d'autres personnes s'engagent et que leur action aboutit, vous allez en profiter. Donc là, vous êtes dans une situation où vous avez intérêt à ne pas vous engager et à profiter des efforts des autres, donc à avoir un comportement de passager clandestin. Le problème, évidemment, c'est que si tout le monde agit de cette façon, il n'y a personne qui s'engage politiquement et la situation ne change pas, ne s'améliore pas. Donc là, vous avez en fait finalement, essentiellement, voilà, ce qu'on attend par le paradoxe. Après, parfois, on peut dire que le paradoxe, c'est aussi se dire pourquoi est-ce que on observe justement de l'engagement politique quand, rationnellement, les individus n'ont pas intérêt à le faire. Vous pouvez aussi dire que, donc ça peut-être avant, mais qu'il y a un décalage entre ce que les individus ont intérêt à faire individuellement et la situation qui est optimale d'un point de vue collectif. D'un point de vue collectif, on a intérêt à ce que le plus de personnes possible, voire tout le monde, s'engage, ce qui va en plus maximiser les chances de succès.
mais d'un point de vue individuel, personne n'a intérêt à s'engager. Pour la deuxième partie de l'épreuve composée, l'étude de document, vous avez un document qui vous présente l'évolution de la part du revenu national détenu par les 10% les plus riches dans quelques pays. Donc ça, je le rappelle, c'est ce qu'on appelle le top 10%. C'est pas les déciles, c'est pas la même chose. Donc bon, faites attention à la présentation de vos données et donc aussi évitez de dire dans votre réponse que ce sont des déciles. C'est un top 10%. Et vous avez deux questions en lien avec ce document. Donc la première qui est uniquement centrée sur le document, on vous demande de décrire l'évolution de la part du revenu national détenu par les 10% les plus riches depuis 1985. Sachant qu'on vous met une note de lecture. Donc là, ça devrait vraiment être facile. Bon, certes, c'est sur le Brésil, mais vous reprenez ce type de phrase en le mettant sur la Russie et il n'y aura aucune difficulté. Donc, clairement, si vous pointez dans la présentation des données, alors qu'on vous met quasiment la réponse juste au-dessus, à nouveau, vous méritez de ne pas avoir de points. À mes yeux, vous méritez d'avoir des baffes même, mais ça, on n'a pas le droit. Donc, du coup, au moins, vous méritez de ne pas avoir de points. Évidemment, vous contentez aussi penser à utiliser des données. Si vous me dites, ah bah tiens, regardez, ça a augmenté, oui, c'est pas suffisant. Vous me mettez ça a augmenté, pour moi, vous n'avez pas de points. En réalité, vu que c'est opaque, peut-être que vous aurez 0,5. Mais franchement, vous en méritez pas. Et, désolé, je suis sévère, mais franchement, faut être honnête au bout d'un moment. Et autre chose, donc, puisqu'en plus, on vous met un type de phrase qu'il ne devrait y avoir aucune difficulté, vous n'êtes pas obligé de décrire tous les mouvements, toutes les hausses et les baisses. Forcément, dites qu'il y a quand même une augmentation importante entre 1985 et 1994. Pas besoin d'apporter d'éléments d'explication. Évidemment, normalement, ça devrait être bien vu, mais perdez pas trop de temps là-dessus. Là, évidemment, sur la Russie, ce qui se passe entre 1985 et 1994, bah, la disparition de l'URSS. Donc, il y a une explication assez simple à cette augmentation. Mais si vous le dites pas, c'est pas grave. Normalement, la question, c'est juste sur le document. On vous juste demande de décrire l'évolution du top 10%. Donc, voilà. Et bon, il faut dire que là il y a une baisse, et ensuite dire bon, ça a évolué de façon irrégulière, mais globalement c'est resté stable de 2000 à 2007 à peu près, et ensuite légère diminution. Pas obligé d'écrire à chaque fois qu'il y a une augmentation, une diminution, vous allez perdre du temps, c'est pas important. Mais voilà, vous contentez pas de dire non plus, je compare le point en 1985, je compare le point en 2015, et voilà, bon bah c'est plus haut. Essayez quand même d'être un peu plus précis, dire forte augmentation, diminution, à nouveau augmentation, c'est resté stable, augmentation aux alentours de 2007 et diminution ensuite. Et puisque vous allez donc décrire l'évolution de cette variable, forcément pensez à faire des calculs de comparaison. Si vous n'en avez pas, vous n'aurez clairement pas tous les points. Vous présentez bien les données, vous avez cité des données, c'est bien, vous avez des points, ok, mais pas tous, il n'y en a que 2, donc de toute façon, autant faire ce qu'on peut pour avoir les 2 points. En l'occurrence, voilà, vous me dites simplement, bah tiens, c'est passé de, on va dire, 23, c'est approximatif, mais c'est pas grave, personne ne vous en voudra là-dessus, à environ 45-46, donc bah tiens, 23 à 46, ça a été multiplié par 2, c'est bien, globalement sur la période. Ou si on veut décrire des mouvements un peu plus faibles, dire par exemple, bon bah là c'est passé de 48 on va dire à 44, donc ça a baissé de 4 points de pourcentage. N'oubliez juste pas que puisque vous faites une différence entre des pourcentages, le résultat étant point de pourcentage. Mais voilà ce qu'il faut pour avoir ces 2 points. Et la deuxième question sur ce document vous demande de montrer que le commerce international peut induire un accroissement des inégalités au sein des pays. Donc, question assez simple, hein, vous dites simplement que il y a des personnes riches qui ont tendance à justement profiter et à s'enrichir du fait de l'ouverture au commerce international, parce que justement elles sont qualifiées, donc elles vont être plus recherchées, les entreprises vont grandir en taille et donc vont pouvoir aussi accorder à leurs salariés, en tout cas les plus qualifiés, des salaires plus élevés, mais à l'inverse, il y a une concurrence plus forte pour les personnes peu qualifiées qui va
augmenter le risque de chômage et surtout tirer les salaires vers le bas, ou en tout cas à la stagnation. D'où cette augmentation des inégalités. Et n'oubliez pas évidemment, puisque la question c'est à l'aide de vos connaissances et du document, de citer des données du document. Là en l'occurrence, peu importe le pays que vous prenez en compte, bon à part le Brésil où c'est resté stable, il y a une augmentation des inégalités à l'intérieur du pays. Donc vous prenez le pays que vous souhaitez, vous pouvez à nouveau prendre ce que vous avez mis sur la Russie, vous pouvez prendre les chiffres sur l'Inde, sur la Chine, voire en Afrique du Sud. Peu importe, dans tous les cas, ça marchera par rapport à ce que vous devez dire. Pour terminer sur ce sujet des preuves composées et avec lui les sujets du jour 1, on a une question de raisonnement sur dossier documentaire, montrer que les facteurs de structuration de l'espace social sont multiples. En l'occurrence, dans le programme, il y a différents facteurs de structuration de l'espace social qui sont mentionnés, et donc on va attendre que vous parliez de chacun d'entre eux, idéalement. Mais avant de les lister, on va voir ensemble ce qu'il y a dans les documents. Donc vous avez un premier document, un texte qui vous parle avant tout de l'influence du lieu de résidence. Mais quand vous regardez le texte, vous voyez qu'on vous parle aussi de l'opposition entre les pauvres et les riches et de l'opposition entre les enfants de diplômés du supérieur par rapport aux enfants de personnes sans diplôme. On a déjà plusieurs facteurs de structuration de l'espace social dans ce texte. Et ensuite, vous avez un deuxième document qui vous présente le revenu salarial selon différents critères en 2019. Donc on vous parle de l'âge, du diplôme, de la catégorie socio-professionnelle, du secteur d'activité, mais bon, ça c'est strictement pas attendu. Donc vous pouvez en parler, si vous n'en parlez pas, c'est pas grave parce que c'est pas attendu. Et aussi, j'avais failli oublier, on vous montre à chaque fois les différences de revenus salarial entre les femmes et les hommes, avec l'écart relatif entre les femmes et les hommes. Donc là, vous avez plein de facteurs de structuration de l'espace social qui sont mentionnés, et c'est tout. Mais avec un deuxième document comme ça, clairement, vous n'avez pas besoin d'un troisième document. Je vous rappelle juste donc quels sont les différents facteurs de structuration de l'espace social qui sont mentionnés dans le programme et qui donc sont attendus dans le cadre de ce sujet. Vous avez le revenu, le diplôme, la catégorie socio-professionnelle, la position dans le cycle de vie, ce qui correspond à peu près à l'âge. Vous avez le lieu de résidence, vous avez le sexe, vous avez la composition du ménage, donc là les différences entre des familles nombreuses, et surtout en fait les difficultés rencontrées par les familles monoparentales. Et je pense que c'est tout. Donc évidemment là vous avez quand même plein de facteurs, vous pouvez pas tous les présenter, juste faire une partie sur chacun de ces facteurs. Là que ça ferait beaucoup trop de parties, ça peut être accepté. Mais on peut aussi quand même se dire qu'on préférait avoir un plan avec seulement 2 ou 3 grandes parties et que si vous avez fait un paragraphe sur chacun de ces facteurs, donc c'est bien, c'est complet, mais on peut vous enlever quelques points. Bon, ce sera pas forcément grand chose, mais en tout cas pour se dire, on préférait quand même que vous organisez un peu mieux vos idées. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez éventuellement regrouper. En fait, là, vous serez obligé de faire du coup des grandes parties et des sous-parties pour pouvoir lister tout ça. Et donc vous pouvez faire une grande partie sur revenus, diplôme, catégorie socio-professionnelle et ensuite faire au moins une autre partie sur la position dans le cycle de vie, la composition du ménage, le sexe ou plutôt le genre. Vous pouvez éventuellement faire aussi là-dedans la question du lieu de résidence. Bon, le problème c'est que là vous aurez 4 sous-parties, donc c'est moins équilibré et à nouveau c'est pas très bien. Vous pouvez éventuellement faire toute une grande partie avec 2 sous-parties sur le lieu de résidence, puisqu'en fait, sur la question d'une résidence, on peut quand même l'étudier à différentes échelles. Ça peut être sur des différences de quartier à l'intérieur de la même ville, mais ça peut aussi être une simple opposition ville-campagne. Ça peut être différent selon les régions ou les départements. Donc, ça dépend du cours que vous avez, mais il y a moyen éventuellement de faire toute une grande partie sur la question du lieu de résidence. Sinon, c'est pas très grave. Vous pouvez mettre ça dans votre deuxième partie. Ouais. La question ensuite à se poser, c'est est-ce que si on a révisé uniquement les 7 chapitres qui ont le plus de chances de tomber, on peut s'en sortir? Et là, clairement, pour ces sujets, oui. Aussi bien pour la dissertation que pour les preuves composées. Vous n'êtes même pas justement obligé de choisir l'un ou l'autre de ces sujets. Vous pouvez choisir celui que vous voulez parce que avec les 7 chapitres que vous avez révisés,
vous êtes préparé et vous avez de quoi faire pour les deux sujets. Donc là, très bien, 100%, carton plein, super. Après avoir vu les sujets du jour 1, on va maintenant, en toute logique, s'intéresser au sujet du jour 2, en commençant à nouveau par le sujet de dissertation, comment les différentes politiques permettent-elles de lutter contre le chômage. Bon, d'un point de vue purement grammatical, j'aime pas la formulation de ce sujet, parce qu'on me dit comment les différentes politiques, j'ai envie de dire, mais lesquelles différentes politiques? Donc bon, c'est pas très bien formulé d'un point de vue juste de français, mais c'est pas très grave, normalement c'est un sujet qui... La formulation est aussi là un peu pour vous aider, même si elle n'est pas très heureuse. Mais avant de présenter le plan permettant de répondre à cette question, on va voir ensemble quels sont les documents. Vous avez un premier document qui vous montre l'évolution du taux de chômage et du taux de variation du PIB réel en France de 2000 à 2021. Alors à nouveau, faites attention à la présentation des données sur ce document, notamment pour le taux de chômage. On vous précise bien que c'est en pourcentage de la population active. Par conséquent, ce serait bien que vous ne vous contentez pas de dire le taux de chômage est de 8% en 2021, mais plutôt en 2021, parmi l'ensemble de la population active, 8% étaient au chômage. Faites aussi attention, la difficulté avec ce graphique, c'est que vous avez deux échelles. Une échelle à gauche pour le taux de variation du PIB réel. Donc en 2021, c'est du coup le PIB réel a augmenté d'environ 7%. Et une échelle à droite sur le taux de chômage. Donc si vous ne lisez que par rapport à l'échelle de gauche ou que par rapport à l'échelle de droite, là forcément vous allez mettre les mauvais chiffres. Et ça va pas le faire. Donc faites attention aussi par rapport à ça, c'est pas toujours facile d'avoir ces graphiques où il y a deux échelles différentes. Mais voilà, ça arrive, il faut faire avec. Deuxième document, on vous présente le coût horaire moyen de la main-d'œuvre et le taux de chômage dans plusieurs pays d'Europe en 2021. Okay. Un troisième document sur la part des contrats à durée déterminée et des intérimaires dans l'emploi entre 1982 et 2020, en France donc, hein, c'est bien marqué ici. Et enfin, un quatrième document, oui c'est bien ça, sur les dépenses publiques en faveur de l'emploi et du marché du travail en France. Sachant que c'est pas très clair, on vous parle ici d'incitation à l'embauche, mais on voit pas très bien quel type de dépenses, comment est-ce que concrètement cette incitation à l'embauche se passe. Les incitations à l'activité, même chose, on voit pas trop ce que c'est. Le soutien aux revenus en cas de perte d'emploi, bon ça en gros c'est tout ce qui est allocation chômage, c'est un peu plus détaillé. La formation professionnelle aussi c'est assez limpide. L'accompagnement des personnes en recherche d'emploi, ça aussi ça va. Bon, le reste un peu compliqué. Là j'imagine que ça va être tout ce qui va être allègement des cotisations sociales ou aide à l'embauche, éventuellement des subventions qui sont versées aux entreprises. Et là, incitation à l'activité, c'est tout ce qui va pousser les individus à prendre un emploi, donc notamment autour de la prime d'activité. Bon, là, les documents par rapport à d'autres sujets de dissertation vous aident quand même un peu évidemment, mais quand même pas trop non plus, à trouver le plan qui permet de répondre à cette question. La formulation du sujet, même si voilà, elle essaye d'être assez claire et au point de ne pas être très correcte grammaticalement, elle pourrait être plus claire encore quand même. Vous avez des sujets à peu près similaires où on vous dit en quoi les différentes politiques de lutte contre le chômage correspondent-elles à différentes causes du chômage. Là, c'est très clair. Dans la question qui vous est posée, c'est moins le cas. Mais bon, on peut se débrouiller quand même. Et maintenant que vous le savez, vous pouvez prendre ça en compte. Globalement, le type de plan qu'on va attendre, c'est à chaque fois faire une partie où vous présentez dans une première sous-partie une cause du chômage et dans une deuxième sous-partie les politiques permettant de répondre à cette cause du chômage. Vous pouvez aussi éventuellement faire un plan grand 1, les différentes causes du chômage, grand 2, les différentes politiques de lutte contre le chômage, et montrer qu'à chaque fois, finalement, quelque chose qui a été mentionné dans le grand 1 se retrouve dans le grand 2 avec une politique spécifique. Moi, j'aime un peu moins ce type de plan, mais techniquement, ça passe. Voici les deux plans qui étaient attendus, et donc si on veut entrer dans le détail, les différentes causes et du coup les différentes politiques de lutte contre le chômage, donc le premier document, il met en avant le chômage conjoncturel ou chômage keynésien, celui qui dépend de l'activité économique. Et par conséquent, les politiques qui sont mises en place pour lutter contre ce type de chômage, c'est des politiques de relance, notamment de relance de la demande, tout simplement. Quand on parle de relance, c'est toujours relance de la demande globale,
que ce soit à travers la politique budgétaire ou la politique monétaire. Bon, la politique monétaire est un peu moins utilisée pour relancer l'activité économique, mais ça peut quand même, donc vous pouvez la mentionner ici. Il n'y a pas de document qui fait référence directement à ces politiques, mais voici ce qui est attendu. Le deuxième document, il vous parle en gros de ce qu'on appelle le chômage classique, ce qui est une forme de chômage structurel. Donc le chômage structurel, c'est l'inverse du chômage conjoncturel, celui qui n'est pas lié à l'activité économique, mais qui est plutôt lié au fonctionnement du marché du travail en général. Et là, en l'occurrence, ce chômage classique, c'est celui qui est lié au coût du travail. Donc, l'idée, c'est de dire, plus le coût du travail est élevé, plus le risque de chômage est fort, ce qui n'est pas complètement vérifié, mais bon, on peut quand même observer une certaine corrélation. Et les politiques qui sont mises en place pour lutter contre ce type de chômage, ça va être justement des politiques d'allègement du coût du travail, notamment allègement des cotisations sociales. Donc, en gros, c'est tout ce qui est toute la première ligne du tableau. Le troisième document, on vous parle des contrats à durée déterminée et de l'intérim. Donc, en gros, des formes particulières d'emploi et de la précarité. Alors, précarité, quand on veut montrer les effets négatifs sur les personnes qui ont ce type d'emploi, mais du point de vue des entreprises, c'est surtout une augmentation de la flexibilité du travail. Si on veut être un peu plus précis, ça va être en l'occurrence de la flexibilité quantitative externe, le fait que vous pouvez facilement licencier, puisque là vous avez que des emplois qui sont très flexibles, qui ne durent pas longtemps, donc il n'y a pas trop de contraintes. Voilà, le CDD, vous le prenez pour 3 mois et ensuite vous voyez si vous le renouvelez ou pas. Donc ce document met en fait finalement plutôt en avant une solution contre le chômage, l'augmentation de la flexibilité du travail. La cause qui est associée, c'est le fait que les règles de protection de l'emploi sont trop fortes et peuvent décourager l'embauche. Donc voici, l'idée ce serait donc d'abord on présente le fait que les règles de protection de l'emploi peuvent décourager l'embauche et ensuite le fait que l'augmentation de la flexibilité du travail permet de lutter contre cette contrainte et contre cette cause du chômage. J'en profite au passage pour dire que là, quand on a parlé de chômage classique, là on vous met le coût horaire moyen de la main d'œuvre, mais vous pouvez aussi parler du rôle du salaire minimum, parce que ça fait partie des choses qui sont mentionnées dans le programme et qui donc vont être attendues, à mon avis, dans le cadre de ce sujet. Et dernière chose, donc bon, on a déjà parlé des incitations à l'embauche, mais on peut aussi parler de la question de la formation professionnelle et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour lutter contre tout ce qui est chômage frictionnel ou contre les problèmes d'appariement de façon plus générale. Le fait que il y a des personnes qui sont au chômage mais qui n'ont pas exactement les compétences que recherchent les entreprises et par conséquent la formation professionnelle permet de changer et d'ajouter de nouvelles compétences aux personnes qui sont en recherche d'emploi pour correspondre au profil recherché par les entreprises. Alors là, je voulais synthétiser, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais mentionné au moins 4 arguments, donc soit ça fait 4 grandes parties avec 2 sous-parties à l'intérieur, soit ça fait 2 grandes parties avec 4 sous-parties à l'intérieur. Donc dans les deux cas, on a ce problème il y a ce chiffre 4 qui finalement nous gêne. Donc il va falloir qu'on regroupe un peu, et donc ce qu'on peut faire comme plan, c'est éventuellement faire un grand 1 sur le chômage conjoncturel et les politiques de relance de la demande globale. On ne peut pas le mettre vraiment avec autre chose, donc on va faire une partie juste pour ça. Un grand 2 sur le chômage classique et les politiques d'allègement du coût du travail. Un grand 3 sur les autres causes de chômage structurel. Donc là, vous pouvez mentionner la question des règles de protection de l'emploi, mais aussi les problèmes d'appariement, voire le chômage frictionnel. Et avec du coup les politiques qui correspondent, donc les questions de formation des personnes en recherche d'emploi, l'augmentation de la flexibilité du travail et éventuellement aussi l'amélioration de l'accompagnement des personnes au chômage. J'imagine que vous pourriez aussi faire une partie plutôt sur les institutions qui encadrent le marché du travail et donc dire dans un grand A que le salaire minimum et les règles de protection de l'emploi peuvent être source de chômage et un grand B sur du coup baisser le coût du travail notamment à travers en réalité pas une baisse du salaire minimum mais au moins des allègements de cotisations sociales et aussi augmenter la flexibilité du travail permet de lutter contre cette cause du chômage. C'est aussi possible d'organiser vos idées comme ça. Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir,
si on fait ce plan où à chaque fois on a à l'intérieur une cause et une politique, vous allez forcément avoir le chômage conjoncturel et les politiques de la relance à part, les politiques de relance à part. Et ensuite, c'est à voir comment vous organisez sur les différentes causes de chômage structurel. À noter d'ailleurs qu'en fait, parfois, ce sujet, il est tombé plutôt uniquement sur le chômage structurel. Donc, on enlève le premier document et la première partie sur le chômage conjoncturel et on a tout le reste. Vu qu'on a 3 idées, là c'est facile de faire ce plan, on n'a pas cette question de comment est-ce que j'organise mes idées, comment est-ce que je me retrouve à être obligé de les regrouper simplement pour respecter ce modèle de la dissertation où on attend pas plus de 3 grandes parties ou pas plus de 3 sous-parties à l'intérieur d'une grande partie. Après le sujet de dissertation, on va maintenant s'intéresser au sujet d'épreuves composées. Et on commence par la question de mobilisation des connaissances, montrer que le capital culturel et les investissements familiaux peuvent conduire à des inégalités de réussite scolaire. Donc c'est assez drôle parce qu'en fait cette question je l'ai posée à mes élèves de terminale il y a quelques jours dans le cadre d'une petite interrogation. Donc les TGN 3, j'espère déjà que vous regardez cette vidéo évidemment pour vous préparer par rapport au bac et vous allez du coup avoir les éléments de correction. Donc première chose, si on veut du coup répondre à une question de mobilisation de connaissances, normalement il faut utiliser la méthode AEI ou à peu près la reprendre quoi. Donc vous allez commencer par affirmer l'idée générale et reprendre la question sous forme affirmative. Après, en fait, vous pouvez répondre à cette question sous forme de 2 paragraphes. Séparer le capital culturel et les investissements familiaux. Donc, premier paragraphe, le capital culturel peut conduire à des inégalités de réussite scolaire. Ok. Ensuite, vous définissez ce que c'est le capital culturel. Donc moi, la définition dans mon cours, c'est l'ensemble des connaissances, compétences et préférences culturelles possédés par les individus. Et après, j'ai ajouté que c'était notamment transmis lors de la socialisation, qu'il y avait donc déjà des inégalités de capital culturel selon le milieu social. En gros, on va considérer que les classes favorisées ont un meilleur capital culturel que les milieux populaires. Vous pouvez développer sur le fait qu'on distingue généralement 3 formes de capital culturel. Le capital culturel institutionnalisé, reconnu par des institutions. Donc ça, en gros, c'est le niveau de diplôme, le niveau d'éducation. Enfin, c'est pas en gros, c'est ça. Le capital culturel objectivé, celui qui se retrouve tout simplement dans des objets culturels. Le fait que vous possédez chez vous des livres, des instruments de musique, des œuvres d'art, etc. Et surtout, en fait, le capital culturel intériorisé, donc toutes les compétences et préférences qui font partie de vous. Donc le fait que justement vous aimez lire, le fait que vous aimez éventuellement la musique classique, vous aimez aller au théâtre, vous aimez aller dans des musées, etc. Et évidemment, il faut faire le lien avec les questions de inégalité de réussite scolaire et donc montrer que dans des milieux favorisés, on a un certain capital culturel qui justement est plus reconnu et valorisé par le système scolaire et le fait d'avoir du coup ce capital culturel qui est transmis par notre famille dans le cadre de la socialisation va nous avantager dans notre parcours scolaire. Il faut développer évidemment tout ça, mais voilà ce qui est attendu. Idéalement, vous reprenez chacune des 3 formes de capital culturel et vous montrez comment est-ce que le fait d'avoir des parents diplômés, le fait d'avoir chez vous beaucoup de livres, voire des instruments de musique, etc. Le fait d'avoir pris le goût et d'avoir une certaine culture générale, pris le goût d'aller au théâtre, au musée, etc., vous aide dans votre parcours scolaire. Et ensuite, vous avez un deuxième paragraphe sur les investissements familiaux. Donc, mais on peut aussi dire que les investissements familiaux peuvent conduire à des inégalités de réussite scolaire. Donc attention, investissements familiaux, c'est pas la même chose que stratégie familiale ou configuration familiale. Là, en l'occurrence, les investissements familiaux, c'est les efforts que vont faire vos parents, votre famille, pour vous aider, vous accompagner dans le cadre de votre parcours scolaire. Donc évidemment, le fait de vous emmener au théâtre, le fait de vous emmener au musée, le fait de vous emmener à la bibliothèque, tout ça, ce sont des investissements familiaux qui en fait sont aussi du coup le témoignage d'un certain capital culturel et la transmission de ce capital culturel. Donc c'est pas complètement illogique de mettre ces 2 aspects dans la même question. Mais on peut aussi dire que parfois l'investissement familial c'est quelque chose qui va contrer l'influence du milieu social et que c'est ces différences d'investissement familial qui va expliquer des inégalités entre des personnes qui appartiennent au même milieu social. Par exemple, il y a quand même plusieurs enquêtes qui montrent que les enfants de parents immigrés, par rapport à des enfants
de personnes françaises, surtout avec la nationalité française, qui sont nées en France, du même milieu social. La question du même milieu social, elle est importante parce que si on n'a pas ça, c'est plus vrai. Mais voilà, si on compare des enfants d'immigrés et des enfants de personnes qui ne sont pas immigrés du même milieu social, on voit qu'il y a plus d'investissement familial, il y a plus de soutien dans la scolarité, surtout plus de pression pour travailler, pour réussir à l'école du côté des familles immigrées, et que ça va favoriser leur réussite. Bon, le problème, c'est qu'à côté de ça, vous avez un milieu social qui est généralement plus populaire, donc moins de ressources à transmettre, notamment moins de capital culturel. Donc voilà, si on compare par rapport à l'ensemble de la population française, oui, du coup, les enfants de personnes immigrées vont moins bien réussir, mais si on compare par rapport à des enfants qui appartiennent au même milieu social, ils vont généralement mieux réussir. On passe ensuite à la deuxième partie de l'épreuve composée, l'étude de documents, avec un document qui vous décrit l'évolution de la part d'innovation dans le domaine de l'environnement et l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans les pays de l'Union européenne. Alors, comme pour le premier document du sujet de dissertation, faites attention parce que vous avez un graphique avec deux axes différents. Donc, sur l'axe de gauche, c'est pour du coup la courbe en bleu pour les innovations. Bon, je ne sais pas si en fait dans votre sujet elle va être décrite en bleu, mais bon, à voir. Ouais. Donc là, c'est le pourcentage d'innovation environnementale par rapport au total des innovations, par rapport au total des brevets. Et sur l'axe de droite, vous avez donc pour la courbe en rouge les du coup repères pour l'évolution des tonnes de CO2 et de gaz à effet de serre émis dans l'Union européenne. Donc évidemment, ne lisez pas les données de cette courbe par rapport à cet axe-là ou les données de cette courbe par rapport à cet axe-là. C'est pas parce que vous voulez décrire les chiffres pour 2018 que vous allez automatiquement partir sur l'axe de droite ou mais inversement, vous voulez décrire les chiffres pour 90 et vous lisez sur l'axe de gauche. C'est pas le même axe, vous pouvez donc pas l'utiliser comme vous voulez pour la courbe que vous voulez. Faites attention à ça, je pense, principale difficulté. Il faut aussi bien présenter les données, hein. Et donc la première question, c'est caractériser l'évolution de la part d'innovation dans le domaine de l'environnement entre 90 et 2018. En gros, caractériser l'évolution, c'est la décrire, dire que ça a faiblement augmenté entre 90 et 2006 et que ensuite on observe une hausse très forte entre 2006 et 2010, légère baisse ensuite. Voilà. Donc évidemment, vous décrivez le mouvement, vous citez à chaque fois des chiffres. Évidemment, si vous ne citez pas de chiffres, vous n'allez pas avoir les points. Peut-être 0,5 si on est gentil et encore. Quand vous présentez les données, vous donc faites attention à ne pas se contenter de dire le pourcentage d'innovation environnementale ou d'innovation dans le domaine de l'environnement, mais de dire que c'est par rapport au total d'innovation. Et évidemment, comme toujours, n'oubliez pas de faire un calcul de comparaison. Donc par exemple, pour décrire l'augmentation très forte entre 2006 et 2010, dire que ça a augmenté de 5,5 points de pourcentage. A priori, vous ne pouvez pas calculer un coefficient multiplicateur. Donc voilà, si éventuellement, vous pouvez dire entre 90 et 2010, ça a été multiplié par 2 environ. Vous pouvez éventuellement aussi le faire là, même si c'est moins précis, mais bon, ça peut passer. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un calcul de comparaison, et si c'est une différence, une soustraction, ce qui me semble être le plus simple, n'oubliez pas de dire, comme toujours, que c'est en points de pourcentage, parce qu'on fait une différence entre deux pourcentages. La deuxième question sur ce document vous demande d'expliquer comment l'innovation peut aider à reculer les limites écologiques de la croissance économique. Bon, alors pour répondre à cette question, vous pouvez, après la phase d'affirmation, définir innovation, définir croissance économique. Là, on n'est que sur une question sur 4 points. Donc, présenter les limites écologiques de la croissance économique, vous n'avez pas le temps, c'est hors sujet. Si vous le faites, il y a certaines personnes qui peuvent vous dire « Ah, c'est bien, c'est quelqu'un qui connaît son cours, valoriser ». Il y a d'autres personnes qui vont se dire « Là, c'était pas ce qu'on demandait, donc peuvent vous sanctionner ». Globalement, c'est qu'une question sur 4 points. Si vous développez toutes les limites écologiques alors que c'est pas vraiment la question, vous allez juste perdre du temps en tout cas. Donc si vous avez du temps à perdre, ok, peut-être que ça peut passer. Moi j'aurais tendance à ne pas conseiller. Si je l'avais dit, si ça tombe en EC3, par contre là il faut penser à définir les limites écologiques. Mais bon, là on demande surtout de montrer le rôle d'innovation. Donc en gros dire qu'il y a des innovations qui permettent de
réduire l'utilisation des ressources fossiles, des ressources épuisables. Il y a des innovations qui permettent de réduire les externalités négatives, notamment du coup les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. Et pour ça, en plus, faire le lien avec le document. N'oubliez pas, évidemment, pour cette question, comme toujours pour la deuxième question de l'étude de document, de citer des données. C'est bien de connaître son cours, et c'est clairement la majorité des points qui va être là-dessus, mais vous allez quand même perdre bêtement des points si vous ne citez aucune donnée. Donc là, si vous en plus montrez qu'il y a une corrélation positive entre... enfin, non, pardon. Pas une corrélation positive du tout, une corrélation négative entre l'évolution des innovations environnementales et l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Donc évolution négative parce que ça ne va pas dans le même sens. Quand il y a plus d'innovation, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, si vous réussissez à utiliser le terme corrélation négative, ce sera très bien, ce sera valorisé. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Et en citant des chiffres précis, super. Allez, on termine par un sujet de raisonnement sur dossier documentaire où on vous demande de montrer que l'évolution de la structure socio-professionnelle en France s'explique par plusieurs facteurs. Donc là, essentiellement, ce qu'on va attendre de vous, c'est de présenter les différents changements de la structure socio-professionnelle qui sont arrivés en France sur la seconde moitié du XXe siècle, notamment, qui sont listés dans le programme, et de donner quand même quelques éléments d'explication pour chacune de ces évolutions, chacune de ces mutations. Avant de le présenter tout ça, on va voir ensemble les documents. Vous avez un premier document qui vous montre l'évolution de la part de chaque catégorie socio-professionnelle entre 1982 et 2021. Il y a des catégories pour lesquelles ça reste à peu près stable, les employés, les artisans, commerçants, commerçantes, chefs d'entreprise. Et vous avez d'autres catégories où on voit bien une diminution, donc les ouvriers et ouvrières, les agriculteurs et agricultrices. D'autres catégories où on voit une très nette augmentation, pour les cadres c'est bien visible, mais aussi pour les professions intermédiaires ça reste à peu près stable, mais en fait quand on compare bien les chiffres entre 82 et 2021, on voit bien quand même que ça a augmenté de façon assez incontestable et régulière même. Donc voilà, des catégories qui augmentent, les cadres, les professions intermédiaires, des catégories qui diminuent, les agriculteurs, agricultrices, les ouvriers et ouvrières. Vous avez ensuite un deuxième document sur, en gros, les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et notamment l'augmentation du taux d'activité des femmes. Et un troisième document, on pourrait peut-être avoir l'impression qu'on revient sur le premier puisqu'on nous parle de pays à prédominance paysanne et rurale, d'agriculteurs, exploitants, artisans et petits commerçants. Mais en fait, les termes, surtout le phénomène dont on veut nous parler, qui est mentionné clairement, c'est la salarialisation. On nous parle d'autres reprises de non-salariés, de société salariale. Donc c'est clairement ce sur quoi on veut attirer votre attention avec ce document. Et donc, pour synthétiser, les différentes mutations de la structure socio-professionnelle qui sont attendues dans le cadre de sujet. Vous avez donc la salarisation, la féminisation, l'augmentation du niveau de qualification et la tertiarisation. Donc là, ça vous fait 4 idées. Bon, c'est pas idéal, mais plus 4 quand même, ça peut passer dans le cadre d'une de ces 3. Si on essaie de réduire, de regrouper des choses pour se dire j'aimerais quand même respecter le format de la dissertation et faire seulement 2 ou 3 grandes parties. Donc là, on va être obligé de faire du coup des sous-parties. Donc vous pouvez regrouper par exemple ensemble, faire quelque chose sur la salarisation et la tertiarisation. Globalement, le fait que du coup les catégories non salariées, donc les artisans, artisanes, les agriculteurs et agricultrices diminuent. Surtout la diminution des agriculteurs et agricultrices, c'est à la fois du coup la résultante d'un mouvement de salarisation et de tertiarisation, puisque ce sont des catégories indépendantes du secteur primaire. Vous avez aussi, pour le cas de la tertiarisation, le fait que du coup les ouvriers et ouvrières voient leur part dans les personnes en emploi diminuer, parce que les ouvriers et ouvrières, ce sont des personnes du secteur secondaire, et que par opposition, d'autres catégories augmentent ou restent stables, les employés, les professions intermédiaires, les cadres, là, et les artisans
artisans, artisanes, commerçants, commerçantes et chefs d'entreprise, voilà, ça reste stable. Et du coup, justement, on peut se dire que ça montre le phénomène de tertiarisation qui compense dans une certaine mesure le phénomène de salarisation et que voilà, normalement, à cause de la salarisation, ça devrait diminuer, mais avec la tertiarisation, pardon, ça augmente. Donc au final, ça reste à peu près stable. Les éléments d'explication par rapport à ça, vous avez l'augmentation des entreprises, notamment dans le cadre de la concurrence internationale. Vous avez justement l'ouverture au commerce international, le fait, la mondialisation des chaînes de valeur et par conséquent le fait que il y a des emplois qui sont délocalisés, qui sont supprimés en France pour être installés en Chine, donc notamment en fait des emplois du secteur secondaire, donc des emplois ouvriers, d'où leur diminution. Le progrès technique qui vient aussi diminuer les emplois dans le secteur primaire et dans le secteur secondaire. Et vous pouvez ensuite faire une deuxième partie sur l'augmentation au niveau de qualification et la féminisation. Donc, moi, je justifie ça. Bon, on voit bien qu'il y a quand même une certaine cohérence et des liens pour faire ensemble salarisation et tertiarisation. Pour moi, ça permet aussi de dire que c'est des changements liés plutôt à la structure des emplois, aux emplois proposés, alors que l'augmentation du niveau de qualification, bon, ça fait aussi référence à ça, mais ça peut aussi faire référence au changement dans les personnes en emploi. C'est aussi le cas pour la féminisation. Donc c'est comme ça que je justifie à peu près mon plan, mais bon. Vous pouvez aussi en fait simplement faire ensemble salarisation et tertiarisation, augmentation du niveau de qualification et troisième partie sur la féminisation. Ça marche très bien. Vous n'avez pas forcément de sous-partie parce que finalement vous parlez ensemble de salarisation et de tertiarisation parce que les deux sont vraiment liés et que vous pouvez facilement le faire. Ça passe. Ça devrait passer en tout cas. Donc sur l'augmentation de niveau de qualification, ça s'observe notamment dans l'augmentation de la part des cadres, mais aussi dans l'augmentation de la part des professions intermédiaires, alors que, à l'inverse, la part des ouvriers diminue, ce qui montre aussi ce mouvement d'augmentation de niveau de qualification, et la part des employés, au moins depuis du coup les années 2000, a tendance à diminuer aussi. Donc pour expliquer ça, c'est essentiellement les effets du progrès technique qui favorisent par conséquent les emplois qualifiés, mais vous pouvez aussi parler de la question de la massification scolaire qui fait que vous avez plus d'individus avec un niveau d'éducation élevé, et notamment plus d'individus ayant fait des études supérieures. Et le troisième phénomène, donc celui qui est évoqué dans le document 2, c'est celui de féminisation, l'intégration des femmes sur le marché du travail, qui est lié notamment en fait au progrès politique réalisé sur les droits des femmes. Évidemment aussi la massification scolaire qui leur a bénéficié. Aujourd'hui, vous avez un niveau d'éducation plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Donc ça, c'est clairement un avantage sur le marché du travail, ça facilite leur insertion. Mais vous avez aussi toutes les lois qui visent directement à lutter contre les discriminations, les lois qui aussi visent à concilier vie familiale et vie professionnelle, donc sur par exemple la question de la garde des enfants. On peut parler très récemment de la scolarité qui est obligatoire à partir de 3 ans. Donc ça veut dire que si vous avez un enfant de 3 ans, vous êtes obligé de le mettre dans une école et donc ça fait que les femmes peuvent être plus disponibles pour travailler, pour avoir un emploi. On peut aussi parler de la légalisation et ensuite le remboursement de la contraception puis de l'avortement. Tous ces progrès des droits des femmes qui ont facilité leur intégration sur le marché du travail. Bon, alors du coup, sur ces sujets du jour 2, si vous n'aviez révisé que les chapitres que j'avais présentés dans ma vidéo sur la de pronostic, est-ce que vous pouvez vous en sortir? Là, la réponse c'est sans aucun appel, non. Vous pouvez même pas vous en sortir en choisissant qu'un seul des deux sujets, en disant bon, je n'ai pas le choix, je prends ce sujet-là, comme c'était le cas par exemple pour les deux sujets tombés dans les lycées français d'Amérique du Nord. Là, le sujet de dissertation, c'était sur le chômage qui ne faisait pas partie des pronostics, et la première question du sujet d'épreuves composées, c'était sur l'école, qui non plus ne fait pas partie des pronostics. Donc là, évidemment, là vous pouvez sauver un peu plus, c'est quand même le sujet d'épreuves composées, parce que même si vous perdez les 4 points de la première question, vous pouvez toujours vous en sortir sur les 16 points qui restent, mais idéalement, on ne veut quand même pas sacrifier 4 points comme ça. Donc là, clairement, les pronostics ne valent rien, sont complètement mis en échec. J'ai même eu un peu peur sur l'étude de documents parce que je me suis dit au début,
tiens, ça va être sur le chapitre sur l'environnement qui ne faisait pas non plus partie des pronostics. Donc là, je me suis dit, waouh, 10 points sur les 20 de l'épreuve composée ne sont pas dans les pronostics, ça fait mal. Bon, au final, ils ont tourné ça avec la croissance économique, soit. Mais quand même, un rappel utile que c'est bien d'avoir ces pronostics, d'avoir des idées, mais ça peut toujours être mis en cause. C'est pour ça que moi je dis pas, c'est sûr, vous pouvez réviser uniquement ces 7 chapitres, ne vous inquiétez pas, je dis juste, ces 7 chapitres, vous devez les maîtriser, ils ont plus de chances que les autres de sortir. Globalement, je suis plutôt confirmé dans mes pronostics, mais à chaque fois quand même un peu mis en échec, voire dans ce cas-là complètement. Donc faites attention dans vos révisions et essayez quand même de couvrir à peu près tous les chapitres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas quand même avant de partir de laisser un petit like, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez laisser un commentaire si par exemple vous voulez dire, vous avez passé ça et vous dire bah, est-ce que monsieur vous pensez que je vais m'en sortir, j'ai fait tel plan, etc. Et en attendant, pour le grand oral, pour les épreuves écrites, si du coup vous êtes en France métropolitaine et que ce n'est pas encore passé pour vous, je vous souhaite bonne chance et bonne journée.